Swag. Alright les boys, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Le trio des enfers est réuni pour une session de preview des combats de l'UFC 251. Rost est au bout de sa vie. Ouais. Mais allons-y, hein, on va y On aller. va commencer. On va commencer avec le Andrade contre Rose Namajunas. On n'a pas fait de podcast dédié, mais c'est vrai que c'est l'un des combats qui est attendu sur cette carte, combat féminin, le deuxième combat féminin de la main card avec celui de notre chère Paige Van Zandt. Messieurs, le premier combat, Rose avait perdu après un slam absolument dévastateur. Alors cette fois, c'est en 3 rounds cette fois au lieu de 5. Est-ce que Rose va inverser la tendance alors qu'on rappelle pour le premier combat, elle dominait jusqu'à ce qu'elle se prenne ce slam des enfers. Il y avait bien sûr une grosse différence de puissance entre les deux quand même. Perso, je sais pas pour toi, Paulie, mais moi je vois un peu une redite du premier combat. Je vois une domination technique de Rose, et sauf que il y aura pas cette espèce d'anomalie, il y aura pas cette espèce de. C'est pas vraiment une erreur parce que quand tu prends un slam comme ça, c'est pas vraiment une erreur. Surtout qu'elle l'avait déjà tenté au début du combat, Jessica Andrade. Ouais. Donc, mais voilà, je la vois faire un peu les ajustements. Elle a l'air, mais encore une fois, on peut pas vraiment se fier à quoi que ce soit d'être dans un meilleur endroit mentalement, et ça compte mine de rien. Et comme techniquement, de toute façon, je pense qu'elle est supérieure et d'assez loin. Je pense qu'elle va s'en sortir et cruiser vers une décision ou pour se remettre en confiance, je pense. Je te rejoins. Je pense même un KO de Tug Rose, moi. C'est-à-dire, je pense que alors, il y a deux aléas dans ce combat. Il y a l'aléa, l'état mental de Tug Rose. Tug Rose, c'est vraiment son problème. Hein. Je pense qu'elle est très fragile émotionnellement. Tu sais, l'exemple, c'est, tu sais, quand il y a eu le chariot qui avait été balancé par Conor McGregor, elle était en mode PTSD, alors que bon, c'était pas non plus la charge des Valkyries, quoi. C'était bon, c'est un événement traumatisant, mais faut pas déconner non plus, tu vois. Et là, pareil, le KO qu'elle a pris contre Andrade est quand même super violent. Donc même si c'était il y a longtemps, et même si Andrade a perdu depuis, et donc ça peut jouer un peu dans l'appréhension, on va dire, psychologique du combat, à mon avis, va y avoir des flashs du combat qui vont lui revenir, et peut-être que ça jouera en sa défaveur. Après, je te rejoins, techniquement, elle est à des années-lumière d'Andrade. C'est même pas comparable, quoi. C'est même pas comparable. Mais Andrade, elle a des qualités physiques qui lui permettent de compenser son absence de technique. En fait, Andrade, c'est peut-être une des nanas les plus dures de la catégorie, qui tape très très fort, qui a une très bonne endurance. Elle pourrait, en fait, Andrade, si elle s'entraînait, je pense, avec une meilleure team et avec de meilleurs partenaires, elle pourrait être imbattable, je pense. C'est juste que son sparring partner, c'est Priscilla Cachoeira, quoi. Tu vois, genre, moi, je suis désolé, ça en dit long, quoi. Enfin. Elle est où? Elle est à la BTT? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, je sais même pas où elle s'entraîne en réalité. Parce que en fait, en vrai, tu rajouterais quelques armes Andrade, elle serait très très chiante, tu vois, genre des low kicks et tout pour te cadrer et tout. Mais là, elle fait un peu elle suit l'adversaire, elle cut pas vraiment la cage, elle tape très fort, donc ça décourage pas mal d'adversaires, mais elle a pas les armes pour enfermer en fait son opposant. Et on a vu Tug Rose, là, elle nous faisait des trucs magnifiques dans le premier combat, quand elle désaxait, qu'elle revenait avec ses coups. Là, franchement, Andrade, elle l'a gagné, mais elle a résistance physique, quoi. Et comme elle s'est pris un KO, et ça c'est le deuxième aléa, comme elle s'est prise un KO récemment par Weili Zhang, je me dis là, c'est peut-être la marque, le début, tu vois, le tournant, parce que. Et en plus, je te dis, ça donne confiance à Tug Rose là-dessus. Donc c'est pour ça, moi, je pense que, d'accord, comme toi, il va y avoir une redite du premier combat, sauf que je pense qu'à un moment donné, elle se fera éteindre, Andrade, sur un enchaînement de Tug Rose. Je vois bien le truc comme ça, tu vois. Alors, les pronostics, messieurs. Moi, je dis KO Tug Rose, fin du deuxième round. Sur la fin du deuxième round. Moi, je dis décision Tug Rose, troisième round. Et moi aussi, décision unanime de notre cher Tug Rose. Messieurs, place au Coco Main. Alors là, ça va être particulier pour notre cher Polydomso parce que voilà, José Aldo revient pour le titre de devenir champ. En bantamweight face à Piotr Jan, qui fait très très peur. Alors, on en a parlé déjà de ce combat-là, ça va être risqué.
Rust n'en avait pas parlé, et Rust sent ça très très bien pour José Aldo, si je ne m'abuse. Enfin, très très bien. Il sent ça bien pour José Aldo. Très très bien, n'exagérons rien, parce que ça va quand même... ouais, ça va être du grind, quoi. Ça va être métal contre métal quand même. Mais en fait... alors là, je vais faire très attention à mes propos parce que sinon, je pense qu'on va me sauter à la gorge. Mais en fait, de la même manière que quand il y avait eu le combat contre eux, et attention, contre Jeremy Stevens, mais je sais que ça n'est pas tout écouteurs, pareil. mon cher Rust. Je sais. Ah ouais, bah, ils sont là, non? Bon, attends, je vais les chercher. Ah merde. Attends. Il n'y a plus aucun respect. Oh là là. Ce professionnalisme, c'est toujours plus haut, toujours plus sûr. Jusqu'au bout des ongles. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui nous a permis d'admirer la superbe panoplie de survivalistes de Rust, quand même. Exactement. Il manquait juste le couteau de chasse, on était bon. Ça. Ah, mais je ne l'ai pas emmené d'ailleurs. Je ne l'ai pas emmené cette fois-ci. Erreur. Mais moi aussi, j'ai laissé parce qu'il est d'habitude dans mon sac et ça n'aurait pas passé les contrôles de sécurité. Ah ouais, Donc, pareil. nous ne voulions pas risquer un incident diplomatique. Bah ouais, c'était pas le moment de commencer à faire les malins avec les douanes là. Pour la faille. Alors. Ok, est-ce que 1, 2, 1, 2, le test est-il probant? Le test est probant. Alors, mon cher Rust. Ouais, et donc, de la même manière, et je sais que c'est totalement différent, les combattants et les adversaires le sont, que contre Jeremy Stevens, bah, en gros, il y a je sais pas, personnellement, je m'étais dit, ouais, effectivement, c'est quand même assez favorable à Aldo, et je pense qu'on était pas mal à être d'accord. Bon, là, c'est beaucoup moins le cas, parce qu'il est beaucoup plus tricky, il a beaucoup plus d'armes, de cordes à son arc, Petr Yan. Et en plus, il peut combattre, il combat, disons, plus intelligemment, il peut combattre un peu plus long, il peut surprendre avec plus d'outils, etc. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que Aldo, pour le battre, il faut vraiment, sachant que pour Moraes, voilà, je mets ça kiff-kiff, voire même je la donnais un peu à Aldo, mais j'ai l'impression que pour battre Aldo, il faut soit des armes comme Max Holloway, soit un one-touch KO comme Conor McGregor. Et je pense que contre Petr Yan, il peut briller. Je pense, José Aldo, ça va être très chaud, mais il peut. C'est une possibilité. Et du coup, si je dois faire je pense que je mets José Aldo par décision. Ouais. Ah oui, c'est un combat en 5 rounds. Ouais, c'est ça, c'est en 5 rounds quand même. Ouais, je sais pas. Oui. Honnêtement. Avec notre cher Prud'homme, de toute façon, les gens ont vu le podcast où là, on a quand même un petit peu plus de doutes pour la performance. Ouais, moi, ça me fait mal, hein, ça me fait mal de le dire, ça me fait mal de le reconnaître, mais je pense que quand même, sur 3 rounds, j'aurais été plus, un peu plus rassuré pour Aldo, mais moi, je pense que sur 5 rounds, je vois vraiment une redite du combat. Même si, encore une fois, ils n'ont pas le même style, mais c'est les caractères de jeu, en fait. Aldo, pour qu'il brille, c'est un peu comme Yoel Romero, c'est un peu comme ces mecs-là qui sont très, très athlétiques. Il faut les laisser tranquilles. Si tu les laisses faire leur combat, ils sont invulnérables, quoi. Tu peux pas les battre, tu vois. Mais si tu les sollicites tout le temps, si tu les satures d'informations, regarde ce qu'a fait Volkanovski. Il l'a pas non plus étouffé Aldo, mais il l'a saturé d'informations. Il l'a pas laissé développer sa boxe. Il était pas tranquille, Aldo, tu vois. Et ben, en fait, c'est un peu la recette pour le battre. Si on sort de l'équation, le combat contre McGregor, qui est à mon avis particulier, l'équation pour battre Aldo, c'est de l'étouffer, en fait, de l'étouffer. Et je pense que quand même, pour le moment, Petr Yan, il nous a montré qu'il avait un grand volume et il avait un très bon jeu de pression. Donc, à moins que Aldo nous sorte le Aldo des grands jours, où il nous fait de la totale, quoi, genre tentative de takedown, low kick, genou sauté, tout ça. Ça, j'en serais ravi, moi, personnellement, mais je pense pas qu'il nous fasse ça. Donc moi, je me dirige plus vers un TKO de Petr Yan, sur le 4e round. Je pense ça. Et ça me fait mal, hein, mais je penche plus sur cette issue-là. Ouais, exactement pareil pour moi. Là, je vois Yann s'imposer par TKO et elle est 3e ou 4e. Ouais, moi aussi, en fait, je vois Yann s'imposer par décision. Par décision unanime. Ouais. Oui, en fait, je me souvenais sur plus. Sur 3 rounds, en fait, ça peut marcher parce que Yann, sur le premier round, il ajuste un peu sa technique et sa pression. Et tu vois, il suffit qu'il y ait une explosion ou deux de José Aldo, il peut arracher le premier round. Ouais. Et ensuite.
Mais là, le problème, c'est que, en fait, oui, j'avais pas capté, effectivement, ça m'était sorti de la tête que c'était en 5 rounds, et vous avez raison, ça change quand même complètement la donne, et ça change aussi la donne du point de vue de l'approche qu'aura peut-être José Aldo du combat. Et en fait, j'ai peur qu'on retrouve un Aldo qui se dit, il faut gérer sur les 5 rounds, et là, par contre, il se ferait allumer. Parce que là, effectivement, s'il essaie de faire, entre guillemets, du point fighting, ou d'y aller stratégie sur les 5 rounds, effectivement, je pense que là, il va se faire battre. Donc, mais oui, et en fait, c'est là où je te rejoins, Polydomso. C'est vrai que si c'était un Aldo qui se dit je vais exploser sur les 2 premiers rounds, quoi qu'il en coûte, là, effectivement, je pense que voilà, c'est là où je pense que stylistiquement ça marchait et où ça aurait pu marcher. Mais oui, vous avez raison. En 5 rounds, effectivement, c'est. Connaissant Aldo qui a eu toute une carrière de gestion à la fin, mais parce que c'était un champion, etc., je pense que ça peut le faire. Mon cher Ross, nous ne voyons pas votre magnifique visage. Hein? Ah bon? Voilà, faut être un peu plus centré. Exactement. Ah ouais. Surtout pour nos auditrices, qui l'apprécient particulièrement. Bien, c'est avec ce style, j'imagine. Ouais. On va passer au co-main event. Les enjeux montent. Pas du tout. Les enjeux ne montent pas. Toujours pour le titre. Featherweight, revanche Max Holloway, Volkanovski 2. Là, c'est beaucoup plus compliqué, messieurs. Un peu comme le main event, de quand même voir un net favori avant le début du combat. Qui va s'imposer? Celui-là, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud à deviner parce que c'est vraiment. Je pense que les deux ont moyen de gagner, quoi. Les deux ont vraiment. Il y a pas de net favori. C'est une question de stratégie. C'est une question de match-up. C'est celui qui se sera le mieux ajusté sur les deux combats. J'ai tendance à penser, mais j'ai peur d'être biaisé, mais j'ai tendance à penser que, je sais pas pourquoi, une intuition que Holloway peut le faire. Je sais pas pourquoi, parce que le premier combat est assez net pour Volkanovski. Et comme je l'avais dit dans la preview qu'on avait fait, les forces de Volkanovski vont bien dans les habitudes en fait d'Holloway, c'est-à-dire le fait qu'Holloway c'est plus un boxeur qui utilise ses appuis, ça rend exploitable en fait ses appuis et donc les armes de Volkanovski s'y prêtent. Mais je sens bien Holloway, je sais pas pourquoi, le gérer peut-être pas forcément en changeant radicalement son jeu, mais en apportant 2-3 petits trucs en plus qui rendent plus compliqué l'équation et qui lui permettent de boxer plus longtemps en orthodoxe. Et s'il boxe plus longtemps en orthodoxe et qu'il arrive à varier les niveaux, je pense qu'il peut vraiment équilibrer et étouffer Volkanovski. Je sais pas, c'est une intuition, là, ça se base sur rien de concret, parce que au contraire, mon analyse concrète, elle irait plutôt dans le sens de Volkanovski, mais là, c'est un peu comme ça, au doigt mouillé, je sais pas, je le sens bien, le Holloway, là. En fait, le seul truc qui me fait un peu peur avec Holloway, et là, c'est même plus nécessairement dans le domaine technique, etc., parce qu'en fait, je suis d'accord, il pourrait faire les ajustements, mais c'est, je sais pas, sa manière de voir le premier combat et de l'analyser, je sais pas, c'est pas de très bon augure, je trouve. En gros, c'est juste de dire, c'était très serré, pour moi j'ai gagné, et là, ça va être l'occasion de bien montrer que, oui, non, je suis. Enfin, il n'y a pas de remise en question concrète, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'ajustement du game plan qu'il a l'air de vouloir faire en disant ouais, effectivement, ces low kicks m'ont vraiment gêné, parce que c'était quand même assez flagrant. C'était une arme qu'a utilisé Volkanovski qui a changé la destinée du combat. Et même aujourd'hui, Holloway est en mode non, ils n'ont pas trop marché, enfin bon, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis de toute façon, pour moi, j'ai gagné. Enfin, je sais pas, ça m'a pas l'air d'être, comment dire, un état psychologique dans lequel, disons, sain pour une remise en question correcte et arriver comme il faudrait avec des bons ajustements et une humilité sur le deuxième combat. Et ça me fait un peu peur. J'adore Max Holloway, mais j'ai peur qu'on voit le même Max Holloway qu'on a vu sur le premier combat et une vraie redite, comme dirait Polydomso. Enfin, vraiment, c'est ça. Il apporte une pierre dans mon jardin, là, le Rust. Là. Je t'ai convaincu sur Yann, là tu es en train de me convaincre sur Holloway aussi. Là. C'est vrai que on n'en avait pas parlé dans la preview, mais j'avais pas trop, parce que moi, c'est un peu mon défaut, c'est que je tire pas trop. Je ne tire pas trop de conclusions sur ce que disent les combattants, parce que je me dis qu'ils sont quand même encadrés et qu'ils ont une team et tout. Donc, et je pense que tu as raison. Et moi aussi, j'ai un peu de mal à y croire. Même tout le côté, je me suis entraîné exclusivement par Zoom. Oui, non, mais ça, non. Mais en fait, c'est là où en revanche, on va tous se rejoindre les uns les autres, donc en fait, on va finir perdu. Mais c'est que par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, Podomso, en fait, je pense que
c'est beaucoup plus sûr de ne pas faire confiance à ce que disent les combattants plutôt que l'inverse, en fait. Donc, je pense que c'est plutôt toi qui es sur le chemin de la vérité. Parce que, par exemple, Masvidal, qui dit lui-même, Oui. et on l'a dit dans la preview, et je l'ai répété comme un crétin, parce que c'est Masvidal qui l'a dit lui-même, ouais, bah, j'ai été que 2-3 fois à la salle pour m'entraîner pendant le training camp, et puis le reste du temps, bah, j'étais chez moi à faire quelques exercices. Et en fait, Dustin Poirier, qui avait l'air de pas... C'est encore un combattant qui dit bien ce qu'il veut dire, mais Non, mais d'être sincère, on va dire, de pas sincère. hyper son coéquipier. Exactement, et Dustin Poirier disait ah non mais non seulement il m'a aidé pendant tout le camp d'entraînement contre Dan Hooker, il était là tous les jours, mais en plus de ça il a continué de s'entraîner avec des lutteurs et comme s'il savait quelque chose qu'on savait pas, mais même après que j'ai arrêté mon combat il a continué de s'entraîner comme un porc à Etiti. Donc en fait je pense qu'il vaut mieux mettez-vous du côté de Polydomso parce que en fait il faut pas faire confiance. S'il y a bien une leçon à retenir c'est ne faites pas confiance. Donc c'est tellement du domaine de l'irrationnel que de dire Max Holloway dit ça, donc je pense que ça peut changer la manière dont il approche le combat. Non, en fait, c'est possible, mais on peut pas s'y fier. C'est pas une donnée tangible autant que ne le sont les données techniques qu'il y a eu dans le premier combat, quoi. Truth, that's the truth. Maintenant, place au pronostic, messieurs. Bah moi je dis Moi, je dis décision. Max Holloway, décision unanime. Ouais, Allez. Max Holloway, décision unanime. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je le vois pas terminer parce que putain, Volkanovski, il est quand même durable. Hein, Tellement. Il est Mais chaud. cela dit, j'ai quand même peur. J'ai quand même peur. Non pas que je préfère Max Holloway à Volkanovski, mais Volkanovski qui ajoute vraiment sa lutte, qui là en plus a l'air de vraiment être préparé dans tout ce qu'il a dit à ce que Max Holloway check enfin les leg kicks aussi. Ça fait plusieurs indicateurs et qui est Eugene Berman qui a aussi fait le déplacement quand même jusqu'au combat. On va dire, c'est exactement ça. C'est dans les déclarations et dans ce qu'on voit en apparence, il a l'air quand même bien mieux préparé que Max Holloway pour la revanche. Et puis même dans ce qu'on a vu dans le premier combat, il y avait un mec qui avait un game plan qui était parfaitement prêt et l'autre, comme l'a dit très justement Polydomso, qui fait toujours la même chose, sauf que cette fois, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai que, et alors que Volkanovski, on a vu différents Volkanovski autour de sa carrière. C'est clair. Mais c'est un peu le propre de ce camp-là, City Kickboxing. Ouais. Ils arrivent à vraiment faire des combattants qui s'adaptent bien, quoi. Ça, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que j'ai un peu... j'ai pas trop de mal à visualiser. Ça me fait assez peur parce que j'adore Max Holloway, mais j'ai pas de mal à visualiser cette fois-ci un combat où, comment dire, il est en avance, Volkanovski, parce que il a un peu, entre guillemets, le numéro de Max Holloway. Sauf que cette fois-ci, il ose vraiment y aller en puissance en même temps. Et il ose un peu rentrer dans ses coups, etc. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, on peut aussi voir un Volkanovski qui va blesser très sérieusement Max Holloway, en fait, en ajoutant cette volonté de faire vraiment mal à ce qu'il a montré la dernière fois. Et moi, je vais dire Volkanovski et je vais dire Ouf. Ouais, bah, je vais aller. Tu vois le KO, Volkanovski KO, quoi. Ouais, je commence à me demander. Ouais. Bah, c'est même si aussi, Dustin Poirier n'a pas réussi à mettre KO Holloway. Bah, en fait, justement, parce que alors là, c'est pareil. En fait, c'est un peu du domaine de l'irrationnel, mais justement, comme on s'y attendra pas et comme Max Holloway ne s'y attendra pas parce que c'est pas la même puissance de frappe que Dustin Poirier. Et en plus de ça, il l'a déjà, entre guillemets, ressenti la dernière fois. Ouais. Je pense que là, il sera en mode, Max Holloway sera en mode, je peux me relâcher ou ça n'est pas la menace principale que la foudre dans les poings. Et j'ai un peu peur qu'il se fasse surprendre, en fait. Ah, mais là, c'est kiff. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos pronostics. Parce que là, non, celui-là, il est compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui sont. Et puis, je pense aussi qu'on en saura on saura beaucoup plus quand le combat aura démarré. Parce que là, c'est vraiment. Ouais, c'est sûr. On mise quand même sur un Max Holloway de différence qui n'est toujours pas arrivé. Donc, c'est quand même un peu compliqué. D'ailleurs, big shout-out à notre proud sponsor Venom. Où bientôt, nous serons tous de Venom vêtus, messieurs. Oh. Le lien est dans la description. C'est jolie allitération. Absolument. Nous allons passer. Nous viendrons. Ouais. Nous allons passer au main event. Et alors là, vous avez vu le titre du podcast, c'est est-ce que Masvidal va terminer Kamaru Usman par KO?
Avec notre cher Paulie Thompson, nous ne le pensons pas. Mais il y a un homme ici qui a l'audace de le penser. Un homme, oui, il porte un bob. Et il s'appelle Rust, avec une certaine désinvolture. Alors, mon cher Rust, croit à l'exploit. En fait, je pense que là, je peux dire, et sans trop me tromper, que on peut tous les trois le voir, en fait, sans trop de soucis. Le Masvidal mettre KO Ousmane, c'est juste que au niveau des probabilités, bah, il y a plus de chances que Ousmane nullifie Masvidal plutôt que Masvidal ne fasse parler la foudre. Mais cela dit, en fait, en fait, comme on est dans un cas où Ousmane ne pourra pas finir Masvidal en un round ou deux, enfin, je vois très très mal ça. Une fois qu'il l'aura mis qu'il l'aura mis sur sa lancée de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire de grinder en clinch ou alors de le mettre au sol, de le maintenir au sol, de le crever, etc. Bon, ce sera un travail de sape et c'est ce que fait de mieux Ousmane. Mais on aura donc quelques rounds de grinding en fait, quelques rounds où c'est Ousmane probablement qui va rouler petit à petit sur Masvidal. Seulement, de ce que j'ai vu dans les rares moments où les gens se sont relevés contre Ousmane, non, ils ne se relèvent pas très souvent, mais où il y a des phases debout, mais où ils n'ont pas de doute ou d'appréhension. Parce que pour moi, c'est ça la clé, en fait, c'est que quand tu as un doute contre Ousmane, et ça veut dire que donc, quand tu as un doute, il a déjà commencé à mettre son jeu en place. Ça va ensemble. Et ben à ce moment-là, il a son temps d'avance. Et là, bah oui, il brille entre guillemets en kickboxing, alors que c'est pas un kickboxer d'exception. Et toi, ton jeu est complètement revu à la baisse. Mais c'est parce que voilà, tu as cette peur du takedown, tu sais ce qui va arriver si tu fais une seule erreur. Et donc là, ton jeu s'appauvrit. Et j'ai l'impression que quand les gens n'ont pas ce doute, et on l'a vu contre Emile Mick, alors qu'Emile Mick se faisait poncer, mais je sais pas, il avait un panache, voilà, il n'avait pas peur en fait, même quand le combat revenait debout, eh ben, il arrivait à toucher Ousmane, et clairement Ousmane était à la ramasse, pareil contre Demian Maia, et je me dis que Masvidal, je pense, il a cette bravado, et il le gardera même dans le 3e et 4e round, même après s'être fait grinder, si ça arrive, et il y a des chances que ça arrive, et comme il a clairement une vitesse d'exécution et une puissance dans les mains que Ousmane n'a pas encore rencontré, je trouve, eh ben je crois au baptême, effectivement. Ouais. Et quand on se dit je crois au baptême, c'est pas des. C'est Oui, non, c'est pas la position religieuse de Rust, quoi. Non, complètement. Ouais. Oui, non, et cela en plus, c'est vrai que là, Ousmane, sur ces derniers. Masvidal nous a vraiment montré que dès qu'il y avait la moindre opportunité, il était là pour la saisir aussi. Et je pense que de toute façon, là, contre Ousmane, il le sait, de toute façon, qu'il ne peut pas se baser sur un game plan à se dire je vais tenter de viser la décision unanime. Il faut que dès qu'Ousmane fasse une erreur, qu'il y ait une tentative de takedown, entre guillemets, un petit peu hasardeuse, je tente le tout pour le tout parce que sinon ça va pas passer. Mais le problème, c'est que c'est toujours pas arrivé dans la carrière de Kamaru Ousmane à part son premier combat, tout simplement. Qu'il se fasse, qu'il soit vraiment mis dans le dur comme ça. Ouais, mais qui a affronté Ousmane, qui est en même temps cette technique, en même temps cette vitesse et en même temps cette puissance? Eh ben, je vais vous le dire, monsieur. Rafael Dos Anjos, mec. Ouais, mais est-ce que Rafael Dos Anjos, c'est un il n'a pas la même puissance, il n'a pas la même explosivité que. C'est ça. C'est pour ça. Rafael Dos Anjos, pour moi, c'est un striker d'exception et je sais que Poidomso, tu le portes dans ton cœur. Ouais, mais pour moi, il a pas du tout cette foudre instantanée dans les points. Ouais, et surtout, il sortait, je crois, après ce combat-là, de la défaite contre Covington. Donc, il venait déjà de passer par la il avait déjà fait. Quand tu regardes la carrière de Rafael Dos Anjos, c'est pour ça que je le kiffe. C'est que je pense que c'est le mec qui a eu la carrière la plus difficile de tous les temps. Tu regardes tous les mecs qu'il a affrontés, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Victoire ou défaite. Le fait qu'il ait osé affronter tous ces énormes lutteurs dans les deux catégories, franchement, mais respect, mais personne ne fait ça. Vraiment. Donc, il y avait qui? Il y avait Ousmane, Covington, Kevin Lee, Nurmagomedov. Ouais. Ensuite, il y a eu Chiesa. Il a perdu ou gagné contre Chiesa? Perdu contre Chiesa. C'était malheureux parce que là, on sent que le physique est en train de. Complètement. Ouais, c'est vrai. De relâcher, quoi. Parce que Chiesa, normalement, c'était pas. Normalement, il est quand même meilleur, quoi. Ouais. Non, mais bon, sur Masvidal, je suis d'accord, en fait, avec Rust. Mais c'est sûr, c'est juste une question de probabilité. Moi, je pense que sur 10 combats Masvidal-Ousmane, je vois Ousmane triompher 8 fois sur 10, quoi. Ah oui, ouais. 8 fois, tu vois. Et le truc, c'est parce qu'en fait, pour moi, ils ont leur particularité. Encore une fois, on peut pas faire des comparaisons
tout à fait exact. On ne peut pas raisonner uniquement par analogie dans ce sport, mais pour moi, c'est deux écoles de combat. On a déjà vu un match comme ça, c'est Poirier-Nurmagomedov, en fait. Parce que le style d'Ousmane, même s'il a ses différences, c'est du catch fighting comme Nurmagomedov. C'est la même stratégie. Ils le font différemment, mais c'est la même stratégie. C'est je vais te pousser contre la cage et je vais t'épuiser le temps que tu essaies de te relever contre la cage. Et ça marche bien avec les combattants qui viennent d'ATT en particulier, parce que les mecs qui viennent d'ATT, leur spécialité d'anti-lutte, c'est le cage scouting et le cage wrestling, c'est-à-dire se monter contre la cage. Généralement, quand ils sont mis au sol, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont eux-mêmes se mettre dos à la cage pour essayer de monter. Et ça, c'est un peu une enclume que tu transportes quand tu combats des mecs comme Nurmagomedov ou Ousmane. Et Masvidal fait un peu pareil. Et Masvidal, il a aussi un truc qui, pour moi, me dérange un petit peu contre Ousmane, c'est qu'il se tient très très droit, quoi. Il a une garde qui est pas ample, et même s'il a une très bonne takedown de défense, un peu à la manière d'un... il me fait penser à José Aldo parfois, où il cède un peu le single leg, et il a un très bon équilibre pour rester sur son single leg. Ben, je trouve qu'il est quand même très très prompt très vulnérable au changement de niveau. Dire. Nous avons une piste de réflexion. Mais en fait, c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression, parce que du coup, je me suis fait vraiment une brouettée des combats de Masvidal, et j'ai l'impression que c'est un des seuls que j'ai vu pour l'instant dans ma carrière, qui est effectivement, il a une position, honnêtement, il y a même des combats, il est box taille, il est vraiment pur box taille. Mais c'est hallucinant, c'est un des seuls que je connaisse qui a une vitesse pour changer les niveaux et descendre les takedowns, même en étant droit comme ça, c'est hallucinant. Honnêtement, et il y a pas mal de combats contre Ellenberger, contre Demian Maia, où il est très droit, mais je sais pas, soit c'est son temps de réaction, soit c'est sa lecture du langage corporel de l'adversaire qui fait qu'il est capable, même contre un bon lutteur, et avec cette position droite, de faire mentir justement, normalement, les mathématiques qui sont, quand tu te tiens droit, tu as beaucoup plus de temps à mettre pour défendre les takedowns et c'est plus compliqué. Et ben lui, c'est un des seuls qui y arrive, j'ai l'impression. Cela dit, il y arrive, mais particulièrement quand il est, entre guillemets, au centre de la cage ou en tout cas à l'air libre. Et le problème, c'est que ce ne sera pas le cas contre Ousmane. Mais en tout cas, par rapport à cette défense de takedown, c'est un des seuls qui peut-être, au centre de la cage, y arriver, même en étant droit. Mais je pense que ça vient du fait qu'il a beaucoup sparé avec Colby Covington, et à mon avis, c'était la bonne école, quoi. Et moi, je suis d'accord. S'il arrive, il y a un autre point qu'on n'a pas souligné avec Masvidal et qu'il a montré face à Ned Diaz. Bon, c'est toujours facile de le montrer face à Ned Diaz, mais il a un bon footwork quand on lui met la pression. Et je pense que le secret, si Masvidal veut gagner contre Ousmane, il en a les armes, il en a la possibilité, c'est qu'il doit à tout prix rester au centre de la cage. Ce combat, il ne le gagnera que s'il reste au centre de la cage. Sauf scénario, tu sais, genre jumping knee ou des trucs comme ça. Ça, à la limite, ça peut arriver. Mais si tu veux, en probabilité, monter tes probabilités de gagner, il faut qu'il reste au centre de la cage. Et il peut le faire. Le problème, c'est que Ousmane, c'est un peu comme Nurmagomedov. Hein. Il peut tenter un takedown complètement flingué au milieu de la cage. Tu vas lutter contre et en fait, il va te pousser, tout simplement. En fait, il va faire l'effort de te pousser jusqu'à ce que tu sois dans la position. Et là, c'est la petite cage ou c'est la grande cage? C'est la grande cage. C'est la grande. Ah, ça, bon, point en plus pour Masvidal. C'est vrai que ça, c'est un point en plus pour Masvidal. Non, mais c'est pour ça, moi, statistiquement, je vois plus Ousmane triompher parce qu'il est quand même très, très dur au mal. On a toujours un peu... c'est toujours le sentiment qui est faussé quand on voit Ousmane ou Colby Covington combattre. Quand ils combattent contre de très bons grappleurs, ils combattent essentiellement debout. Donc on se dit, il y a des failles debout et tout ça. Mais en fait, ils combattent comme ça que quand ils sont face à la crème de la crème en grappling. Tu prends Covington, Ousmane, il a combattu comme ça que face à Covington et Maia. Le reste, il a bulldozé façon Ousmane. Tu vois, il s'est pas posé de questions. Et je pense pas que, même s'il est bon en anti-lutte et qu'il se défend au sol, je pense pas que Masvidal... Le rosé. on sent le polydamso en vacances là, hein, les cubis de rosé et tout, bref. Et je pense pas que Masvidal présente les menaces au sol suffisantes pour faire douter Ousmane, et donc à mon avis Ousmane va faire du Ousmane. Il va pas se poser trop de questions, quoi. De toute façon, à mon avis, tout le game plan avec Trevor Whitman d'ailleurs, messieurs. Ça a vraiment été de minimiser ce risque-là. Et puis, pour le peu d'entraînement qu'on a pu voir avec Justin Gaethje aussi, ça c'est bien, parce que je pense que Trevor Whitman, c'est un mec qui comprend très très bien les forces justement de ce modèle de combattant
le nouveau modèle de lutteur en enchaînement et de lutteur contre la cage. Et je pense que cet entraînement où il a fait combattre Geji et plus particulièrement cette nouvelle forme de Geji qui a un très bon footwork, qui se déplace bien et qui a des bonnes combinaisons de points, c'était le sparring parfait pour Exactement. Ousmane. C'est un peu une arme anti-Ousmane d'ailleurs sur le papier. De toute façon. C'est ça. Donc c'est très très bon. Après il y a un autre, je pense à une autre arme qui peut donner des points à Masvidal. J'aimerais bien le voir tenter ça, même si c'est risqué. Ce serait ses middle kicks et ses coups au corps, parce que je pense que on en parlait dans la preview et je pense aussi à 100%. Ouais. C'est dangereux parce que bon, tu t'exposes tu cèdes le single en faisant ça, mais en single leg, il se défend très très bien. Il est très dur à mettre au sol, Masvidal quand il est sur une jambe. Et je pense que saper les réserves d'Ousmane, c'est une stratégie que les gens n'ont pas encore employée. Ousmane, il a un cardio, mais laisse tomber, c'est une machine de guerre. Il enchaîne. Mais si tu lui mets, je pense, 4 ou 5 bons middle kicks bien placés, il n'aura pas la même réserve sur 5 rounds, ça c'est clair. Ouais, complètement. Et d'autant plus qu'on a vu qu'il était susceptible au middle, Ousmane, dans sa carrière. Ouais, complètement. Alors, place au pronostic, messieurs. Ceci étant dit, ayant dit que franchement, Masvidal, il a ses chances. Hein, c'est pas, je l'écarte pas je balaye pas d'un revers du poignet, mais je pense quand même que le match-up favorise quand même vachement plus Ousmane. Quand même. Donc du coup, Ousmane, 5e round, unanimous décision. Tranquille. Tu le vois pas le finir. Tu vois pas finir. Non, il est dur à soumettre Masvidal et il se décourage pas, il sera là, tu vois. Mais et puis je pense pas que même s'il frappe fort, Ousmane. Debout notamment, on l'a vu contre Covington, mais c'est un bon striker, Masvidal, et s'il a su encaisser des directs de Darren Till, je pense que ça va. Tu vois, à la limite, peut-être éventuellement, tu sais, s'il est vraiment rincé au 5e round, un TKO, tu vois, mais c'est en grand endpoint, tu vois, mais j'ai du mal à le voir. Même pareil, j'ai du mal à le voir. Il se défend vraiment bien, donc je pense 5e round, une unanimous decision, tu vois. Bah pour ma part, je vois un KO de Masvidal. Je vois un KO de Masvidal au 2e round. 2e ou 3e. Ouais, mais ça me... Surtout 2e, ça me surprend. Je mets 3e. Le temps qu'il comprenne un peu. Ah ouais. Non, mais parce qu'en fait, je suis d'accord avec Ross là-dessus. Je pense que si KO il y a, ce sera sur les premiers rounds, parce que le problème de la lutte en enchaînement, c'est que... Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que même 3e, je trouve ça tard. En fait, c'est parce que moi, je me dis, je peux carrément voir un KO dans les premiers rounds, vraiment premier ou 2e, mais je sais pas, j'ai un peu cette impression que les premiers rounds, il va y avoir, ça va être un peu... Il va avoir des moments, Masvidal, où il va réussir à toucher un peu Kamaru Usman. On va se dire, il y aurait moyen, et 2 secondes plus tard, il va être mis au sol. Ouais. Donc on va se dire, ok, merde. Je pense qu'il va y avoir un peu cette dynamique-là sur les premiers rounds, où quand il va y avoir des moments debout, donc probablement les premières secondes du combat, on va être en mode ouh, et en fait, il va être mis très rapidement dans le jeu d'Ousmane. Mais je pense qu'une fois que s'il y arrive, Masvidal arrive à voir un petit peu quelles sont les entrées de Ousmane, ça va être chaud, hein. Mais je pense qu'il peut, au 2e ou au 3e, faire des petits ajustements nécessaires pour vraiment profiter de la fenêtre de tir. C'est pour ça que je vois pourquoi pas 2e, 3e. Et voilà, je reste sur 3e, on va dire 3e. Eh ben allez, moi je vois TKO de notre cher Kamaru Usman. TKO, attends, donc tu vois TKO. TKO de Kamaru Usman, 5e round, et je pense vraiment qu'il va complètement rincer, essorer notre cher Jorge Masvidal, et ce sera pas un KO, hein, mais je pense vraiment 5e. Genre arrêt de l'arbitre. Exactement, ça, arrêt de l'arbitre, ouais. Bien, n'hésitez pas à balancer vos pronostics. J'attire l'attention, c'est un petit pronostic bonus, c'est sur le combat Ozdemir Prochazka. Oui, complètement Cocorico Volkanos Demir. Et franchement, en termes d'entrée en matière pour Prochazka, c'est quand même un peu dur, tu vois, de le mettre direct contre Ozdemir. Mais ça va être intéressant et ça me fait plaisir de voir Prochazka à l'UFC. Ancien champion du Rising. Ancien champion du Rising. Il est sur une série de 10 victoires, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, et beaucoup de KO. Et bon, moi j'aime beaucoup Prochazka. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses intéressantes à l'UFC, surtout dans la catégorie light heavyweight. Mais pour le moment, il n'a pas la mentalité UFC, quoi. S'il est trop kamikaze dans son approche, je cherche le KO et tout, et je pense qu'à mon avis, Ozdemir, il est vraiment bon. Tu vois, là, surtout que maintenant, il gère beaucoup mieux. Enfin, depuis cette défaite face à
pour moi, c'est celle contre. Il y a eu celle contre Reyes. Je sais pas s'il y avait eu celle contre Anthony Smith après, mais maintenant il est beaucoup plus gestionnaire, je trouve, dans ses combats. Ouais, mais gestionnaire en restant quand même vachement dangereux et en prenant quand même des risques, parce que son combat contre Rakic. Ah oui, Rakic. Ouais. Et ok, non, en fait, je sais même pas si on peut dire que c'est gestionnaire, hein, parce que et du coup, mais on a trouvé un Ozdemir qui est vraiment qui technique, qui reste bon sur les 3 rounds, qui a vraiment énormément à offrir, donc ouais. Ah mais quand je disais gestionnaire, dans le sens il s'était pas mis dans le rouge comme contre Anthony Smith, tu vois. Ouais, voilà, et ouais, c'est ça, et je vois ce que tu veux dire. Et contre Anthony Smith, il avait toujours ce côté no time, et après un round et demi, c'était très compliqué. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec vous. Là, la version 2.0 de Volkan, là, franchement, elle est vraiment stylée. Et non seulement stylée, mais beaucoup plus adaptée à un run pour le titre, je pense. Un vrai son solide. Et donc là, je pense que malheureusement, et je vous rejoins tous les deux, Prochaska, ça va être un peu la victime expiatoire du Volkan qui arrive pour rouler sur les mamans, quoi. Le Volking, et puis surtout le KO contre Latifi. Là, j'ai regardé ce combat dernièrement. Oh, Latifi qui disait quand même quelques semaines avant, Daniel Cormier, faisons le combat, donnons aux fans le combat que tout le monde veut voir. Il y a des choses que tu peux pas dire sans que l'univers te mette une tarte derrière la tête, tu vois. Ah, c'est clair. Non, bah, du coup, je vois Jiri se faire mettre KO. Troisième round, oui, parce qu'il est dur. Ouais, KO, parce qu'il prend trop de coups, Jiri. Ouais. Mais ça peut être, je pense que comme premier combat, c'est vraiment un peu la carte piège. Enfin, c'est terrible hein, comme premier combat de l'UFC. Mais s'il a la bonne mentalité, mais s'il a la bonne mentalité et qu'il est encore assez jeune, ça peut être une bonne leçon pour lui. Tu vois, il peut se professionnaliser entre guillemets et être un peu plus sérieux, tu vois, dans sa façon de combattre. C'est pas une question d'entraînement, c'est une question de mentalité. Il est un peu trop chien fou, en fait. Et je pense que ça peut être un très bon ajout pour la catégorie light heavyweight. Et en revanche, je suis d'accord avec vous aussi que c'est cool parce que je pense aussi que Prochaska va perdre, mais à mon avis, c'est le genre de combat où il peut démontrer que ça peut être aussi un fan favorite et du coup, il aura ensuite les bonnes grâces des fans et de l'UFC. Yes. Donc on est tous d'accord pour Volkan. Exactement, tous d'accord pour Volking. Messieurs, big shout out to my sweet protein, moins 40% avec le code LASUEUR, lien dans la description. Voilà, on va vous souhaiter une très bonne semaine, on vous tient au courant pour la suite, et puis ravi d'être enfin réunis. C'est le premier podcast qu'on fait tous les trois depuis le mois de mai, je crois, un truc comme ça. Depuis les Coronavirus Chronicles ? Ouais, depuis le Triple 6. Oh, ah il y a moyen. Attendez, ok, les gars, donc puisque c'est le signe de la renaissance et du renouveau de ce trio, j'ai envie de faire une recommandation parce qu'on en a parlé avec mon cher Guillaume il y a quelques heures. Ouais. C'est un film français et franchement ça fait plaisir parce que c'est un film d'action français que Guillaume m'avait recommandé il y a des mois. J'avais fait ah ouais ok. Et en fait ça m'était sorti de la tête complètement et je suis revenu il y a quelques jours en mode Guillaume, j'ai un super film pour toi, est-ce que tu connais Balle perdue? Et donc là il m'a fait mais tu te fous de ma gueule. Et donc voilà, le film c'est Balle perdue, c'est un film d'action français. Je suis désolé. Avec Alban Lenoir. Voilà, j'ai oublié le nom du réal. Il fait du MMA d'ailleurs, hein, Alban Lenoir. Oui, et en plus Nicolas Dupochel aussi. Qui fait du Krav Maga. Non, qui a fait de la boxe thaï, il s'entraînait chez Zetoun d'ailleurs. Complètement. Oui, il s'entraîne toujours d'ailleurs chez lui. Et c'est là qu'il s'est fait repérer par un mec qui l'a mis au cinéma. Mais moi, c'est une question de timing. Il s'entraîne aussi avec Skarbowski. Maintenant, il s'entraîne avec Skarbowski, je crois. Ah, c'est énorme. Ouais. En tout cas, voilà. Donc là, déjà, vous êtes normalement là, vu ce qu'on vient de dire, vous êtes à la maison avec ce film. Et vous êtes vraiment à la maison. Déjà, le héros se balade avec un pull Pride or Die. Donc, il y a des triangles, il y a des clés de bras, il y a des takedowns, tout ça. Tu sens que clairement, les mecs qui ont fait les cascades et la coordination font du MMA. Et surtout, en fait, ce qui est génial et la raison pour laquelle je suis super content, c'est que c'est un film français. Mais c'est un film français et franchement, je suis content. Je l'ai maté et il n'a pas à rougir des productions américaines en termes d'action. Et vraiment, je suis très sérieux. C'est agréable, c'est très bien réalisé. Les cascades sont ultra stylées et tu sens que ils ont un peu ce côté, la même mentalité que Christopher Nolan et que les Tarantino de ne pas vouloir mettre de CGI et d'effets numériques à tir-larigot. Donc, c'est des véritables cascades. Ça se sent et ça change tout. Et franchement, le scénario se tient. Ça fait super plaisir de voir un bon film d'action à la française. Franchement,
qui est aussi vraiment qui fait pas un petit peu réchauffer parce que ça qu'on peut reprocher. Moi j'adore le cinéma français, Ross peut vous le dire parce que ça. Moi l'espèce de drames sociaux ça c'est ça, en particulier s'il y a Vincent Lindon et du Pôle emploi, alors là c'est c'est ça. Mais ce que j'aime bien avec ce film-là, c'est qu'on n'a pas l'impression justement que c'est un film français parce que la plupart des policiers, c'est quand même à chaque fois alors Malandrin, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, enfoiré. Voilà. Alors que là, vraiment, on est en 2020. On regarde un film français, on est en 2020, il y a des scènes d'action, ça ne fait pas faucher, il y a des explosions, des scènes de cascade. Vraiment. Mais il y a aussi un truc, je viens d'y penser et je me demande si ça se joue pas aussi. C'est le fait que dans tous les films français où il y a la police ou la gendarmerie, normalement, il y a un truc, moi, qui m'a toujours... Il y a Gérard Lanvin. Bon, déjà, il y a Gérard Lanvin qui n'est pas là, mais on adore Gérard Lanvin. Mais surtout, il y a un truc pour moi qui sortait tout le temps du film, c'est les vieux polos bleu ciel avec la bande noire et tu sais, les petites épaulettes et les polos, les machins. Et ça faisait tellement français. Robert Patulacci, gardien de la paix. Elle devra se défendre de son viol au commissariat. Oui, c'est ça. Et là, je sais pas s'il y en a ou pas. S'il y en a, j'ai pas fait attention. Mais même, voilà, le décor, il y a vraiment un côté, ok. J'aime pas dire à l'américaine parce qu'au final, voilà, c'est un bon film français, donc on devrait pas raisonner comme ça. Mais force est de constater, que les meilleurs films force de Pascal Boucaquet et donc voilà. Et donc voilà, je pense qu'ils ont tout compris clairement dans ce film d'action. J'ai pas le nom du réal et ça m'ennuie de pas pouvoir lui rendre hommage. Mais clairement, c'est des gens qui ont tout compris. Ils ont fait un super bon film d'action et ça n'a pas à rougir. Donc allez-y, c'est sur Netflix, balle perdue et c'est génial. Bah écoute, tu m'as saucé, je l'ai pas vu le film, donc je vais le regarder. Voilà. Formidable, allez. Allez. Oui. Non, parce que j'allais dire, parce que c'est con ce que je vais faire, parce que j'allais dire mon seul regret par rapport à ce film, mais c'est dommage parce qu'on vient de le saucer. Donc, mais c'est sur le développement des personnages qui aurait pu être un poil plus poussé pour qu'on puisse vraiment ressentir quelque chose quand il leur arrive un truc. C'est le seul truc, c'est que c'est un très bon film d'action, mais les personnages sont pas très développés. Exactement. Enfin, ça fait quand même le taf. À la prochaine, portez-vous bien. Puis salut. Allez. Soit.